Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Ici Beyrouth pour cette nouvelle édition de l'Invité. Avec moi en plateau, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonjour, monsieur Salouane. Bonjour, M. Berry. Alors, on ne peut débuter cet entretien sans évoquer, bien évidemment, cette catastrophe, ce séisme qui a touché la Turquie et la Syrie, faisant des milliers de morts et de blessés. En dépit de la crise économique au Liban, eh bien, le gouvernement a décidé d'envoyer des militaires, des bénévoles de la défense civile dans ces pays pour aider justement aux opérations de sauvetage. Un mot, monsieur Salouane, sur cet élan de solidarité du Liban. Déjà, M. Berberi, je déplore tous les morts, je salue les âmes de tous les morts et les blessés. Et ceci m'a rappelé le grand séisme du 4 août 2020 que nous avons subi cet après-midi-là, ce soir-là à Beyrouth et même dans tout le pays. Hélas, oui, les forces de la nature, quand elles se déploient, l'être humain devient si faible, si petit, et il ne reste que la grâce de Dieu, que déplorer le divin, afin qu'il essaye de minimiser au plus les souffrances des blessés, les souffrances des gens qui ont perdu leurs frères, leurs bien-aimés, et, comment dirais-je, en tant que croyants, tous, nous croyons en la résurrection. Donc, en fin de compte, nous prions le bon Dieu pour qu'il nous aide dans ces moments les plus difficiles. Justement, nous allons évoquer plusieurs dossiers. Commençons par la présidentielle au Liban. Cela fait plusieurs mois, notamment depuis septembre, que le Parlement libanais est incapable d'élire un successeur, un nouveau président de la République, un successeur à Michel Aoun. À votre avis, comment cette crise va-t-elle se débloquer? Mais écoutez, nous ne sommes pas à la première fois. C'est la deuxième vacance de la présidente de la République. Vous vous souvenez, en 2016, 2015, plutôt mai 2015, et combien de temps ceci nous a pris pour l'élection d'un nouveau président de la République. Il y a une vacance de la présidence, comme je vous disais, due essentiellement à un Parlement qui est devenu incapable même à élire un président de la République. Il est incapable de légiférer et il est incapable d'élire un nouveau président de la République. En plus, actuellement, nous avons un gouvernement qui est inopérationnel, totalement inopérationnel, dû à plusieurs raisons. Et en plus, comme tout le monde se croit au-dessus des lois, donc nous vivons dans un chaos. Nous vivons dans l'arbitraire, nous vivons dans l'incapacité, nous vivons dans l'imprévu, comme je vous ai dit, comme je vous le disais, et nous sommes devant un spectacle qui devient plus que lamentable. À votre avis, est-ce que justement cette situation n'est-elle pas un peu le résultat des élections législatives qui ont accouché d'un Parlement très polarisé? Mais bien sûr, et la responsabilité nous incombe à nous, en tant que citoyens, puisque ce Parlement a été élu par nous, citoyens libanais, citoyens entre guillemets, parce que je ne comprends plus si nous savons ce qu'est le sens de la citoyenneté. Il est polarisé dans un mauvais sens, parce qu'il est polarisé contre le principe de la souveraineté de l'État. Il est polarisé contre le principe de la justice. Il est polarisé plutôt pour annihiler totalement les principes et les valeurs de l'État du Grand Liban. Je n'ai pas vu jusqu'à présent de spectacle plus lamentable que celui actuellement au niveau politique qu'au niveau judiciaire. C'est la première fois que le pouvoir judiciaire fait du sabotage total, c'est-à-dire il y a un sabotage de la magistrature libanaise. Donc quand il y a un sabotage de la magistrature libanaise, il y a un vide total au niveau de l'exécutif aussi, eh bien c'est la loi de la jungle. Peut-on parler de politique de vengeance au nom d'intérêts personnels
On le voit, notamment le courant patriotique libre, le Hezbollah, qui tente justement de torpiller tous ces processus, que ce soit le processus législatif ou le processus judiciaire. Vous savez, il y a le principe du populicide. Le populicide qui est, comment dirais-je, utilisé par ce que moi j'appelle les mafiocrates qui nous gouvernent, parce qu'il n'y a plus de démocratie. Il y a le système de mafiocratie. Dans la démocratie, c'est le peuple qui est source de tout pouvoir. Dans la mafiocratie, c'est la mafia qui est source de tout pouvoir. Donc, les mafiocrates qui nous gouvernent actuellement utilisent cette technique stalinienne du populicide. Pourquoi? Parce que vous connaissez l'histoire de la boîte de Pandore. Eh bien, depuis 2009, nous jouons avec cette boîte de Pandore. Si nous continuons de cette façon-là, et essentiellement en ce moment même, là, dans la non-réélection d'un nouveau président de la République, pour au moins sauver ce qui reste des bijoux, ce qui reste des objets de l'État du Grand Liban, eh bien, nous allons ouvrir la dernière boîte, c'est-à-dire toucher au nihilisme total de l'État du Grand Liban. Vous parlez d'un suicide collectif, c'est-à-dire. Mais bien sûr, c'est plus qu'un suicide collectif. Parce que nous sommes gouvernés hélas, par des bons ariens qui sont prêts à tout. Mais quand le château s'écroule, il s'écroule sur tout le monde. Alors, il s'écroule sur tout le monde, il s'écroule sur le système, sur le peuple, sur tous les secteurs économico-financiers, éducatifs, sociaux. C'est tout, c'est un écroulement total, c'est un suicide. Nous sommes devant un suicide collectif. Nous allons vers ce suicide collectif si nous continuons de cette manière-là. Parce que je suis sûr et certain que nous ne pourrons jamais pouvoir régénérer un nouveau système de vivre ensemble. Ce système-là, ce principe de vivre ensemble qui a été la trame de l'État du Grand Liban. Parce que le Grand Liban n'a pas été créé pour rien. On dit, le pape Jean-Paul II a dit que le Liban est un message plutôt qu'un État comme tout autre État occidental ou autre. Mais hélas, jusqu'à présent, nous ne sommes pas plutôt un État-nation. Et, comme je vous le disais toujours, nous ne sommes pas d'accord sur notre identité nationale. Vous évoquez justement ce Liban message, mais ces dernières années, eh bien, le seul message que le Liban transmet à la communauté internationale, c'est un Liban de corruption, un Liban de vengeance, un Liban où les partis n'arrivent pas à s'accorder sur les plus petits détails et les choses les plus importantes, notamment l'élection d'un président de la République. Bien, je vais vous dire, il y a une équation qui est très simple. L'équation qui dit que la corruption protège le parti divinisé, le Hezbollah, qui est armé jusqu'aux dents et qui est ad hoc à l'armée libanaise et aux forces de sécurité intérieure, donc aux forces armées libanaises légitimes. D'un côté, cette corruption le protège, et d'un autre côté, ce parti-là, il joue le rôle de service à cette corruption qui sévit à travers le crime organisé qui est, dont, si je puis dire, et je peux me permettre de le dire, dont le grand chef est le Don Corleone de l'Assemblée nationale, de notre Assemblée nationale, qui sévit dans cette Assemblée depuis plus d'un quart de siècle. Donc, il y a une équation, plutôt une adéquation entre les deux. Donc, d'un côté, la corruption, elle le protège au niveau des lois. Quand il dit que ce parti, le Hezbollah, ce parti divinisé, parce qu'il est divinisé pour lui, on n'y peut rien contre le bon Dieu, qui est surarmé, elle le protège au niveau constitutionnel en disant oui, ces armes sont acceptables. De l'autre côté, ce parti de Dieu, ce Hezbollah, rend service en protégeant les corrupteurs, la corruption totale qui sévit dans ce pays-là, à travers ces gens-là, à travers, hélas, actuellement, ce n'est plus un système seulement de mafiocratie comme on en a connu à Palerme
Non, c'est un système de crime organisé qui a totalement pris en charge l'État libanais et auquel nous n'y pouvons pas encore, nous n'y pouvons rien, nous n'arrivons pas à dissuader, à le mettre en arrêt, si vous le voulez bien. Revenons sur la réunion lundi à Paris entre les représentants des États-Unis, d'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Qatar. Ils ont, si vous voulez, dressé un peu le profil du prochain président, un président qui devrait notamment respecter les accords de Taïf, la Constitution. À votre avis, quel devrait être le profil du prochain président de la République? Écoutez, M. Berberi, c'est le béaba. Quel profil? Doit-il être consensuel? Non, il doit être libanais, il doit suivre la Constitution, respecter et faire respecter la Constitution, faire respecter les lois et ne pas tergiverser entre les intérêts personnels, les intérêts privés des mafiocrates qui sévissent depuis plus de 30 ans, depuis 1990 dans ce pays, et l'intérêt général du peuple. Donc vous parlez d'un candidat de confrontation? Non. Confronter qui? Confronter le confront. Eh ben, si le Hezbollah ne veut pas s'intégrer dans la nation libanaise, nous n'avons plus un autre choix que de s'y confronter. Sinon, il n'y a pas de possibilité de construire un pays selon les normes constitutionnelles, les normes connues d'un pays, d'un État souverain, d'un État libre, souverain, indépendant, si à côté, nous avons une milice d'un parti divinisé qui ressemble au parti néo-nazi, qui est surarmé et qui exige, qui demande, dont les souhaits sont toujours acceptés par la force de ses armes. Mais justement, comment trouver une solution? Les nombreuses séances de dialogue n'ont pas abouti. On cherche toujours une stratégie de défense nationale. Monsieur Berberi, nous n'avons jamais eu de dialogue. Nous avons eu des dialogues de sourds. Avec le Hezbollah, il est quasiment impossible de bâtir un État libre, souverain, indépendant. Le Hezbollah, c'est un parti théocratique, c'est un parti qui ne veut en aucun cas, à long terme, à moyen et long terme, il ne veut en aucun cas laisser le Liban ou laisser les valeurs de l'État du Grand Liban, le vivre ensemble. Non. Il agit vers le nihilisme total de ces valeurs-là. Il agit vers le nihilisme total du principe du vivre ensemble. C'est quelque part aussi une conséquence de ce compromis de 2016, souvenez-vous? Mais bien sûr, parce que comme je vous disais, le compromis de 2016, c'est quoi? C'est un dialogue de sourds, 1. 2, c'est un compromis d'intérêt privé. C'est un compromis d'intérêt privé entre petits partis politiques, non pas de grands partis politiques comme on en a connu auparavant, même des années 40, 43, même avant, depuis l'indépendance, depuis la création de l'État du Grand Liban et ensuite depuis l'indépendance de 43. Et malgré, écoutez, la guerre est immorale par nature, je le disais toujours, mais même pendant la guerre de 75-90, il y avait des grands hommes d'État qui essayaient de trouver une issue à cette guerre et qui essayaient de trouver une issue, une porte de secours, une porte de sortie pour réorganiser, pour reconstruire l'État du Grand Liban. Actuellement, nous sommes dans un fiasco total, nous sommes dans une faillite totale, politico, juridico, financière, économique, et même, hélas, ça devient éducative aussi. Donc, que reste-t-il de ce Liban-là que nous avons connu? Comment nous allons pouvoir régénérer ce Liban-là? C'est la plus grande question. En tout cas, selon Pshara-Rahi et l'église maronite, il y a quelques jours, un sommet chrétien s'est tenu à Abkerki et les participants ont appelé justement à la nécessité du dialogue pour parvenir à un candidat présidentiel. Le dialogue est toujours consensuel. C'est ce que Abkerki mentionne. Écoutez, le consensuel ne peut pas être
contraire au principe de l'État. Donc un consensuel qui ne respecte pas les principes d'un État souverain, libre, indépendant, qui ne respecte pas la Constitution en tant que telle, n'est pas consensuel. C'est quelque chose qui n'a aucun sens. Le terme consensuel doit être bien défini. On doit bien savoir sur quelle base nous sommes consensuels. Consensuels pour faire plaisir à quiconque. Et à votre avis, c'est la raison pour laquelle un scepticisme est affiché dans les milieux souverainistes? Je suis très, très sceptique parce que ce qui se passe actuellement à Abkerki, c'est juste un moyen de ne pas laisser le bateau, pas le bateau couler même, de ne pas laisser la présidence vide. Donc on veut mettre quelqu'un sur, si vous voulez, au niveau de la magistrature, la première magistrature libanaise, sans pour autant avoir aucun programme, aucune décision ou quoi que ce soit. Juste conserver cette présidence telle qu'elle. À quoi servira-t-elle? C'est la plus grande des questions pour le moment. Non, il n'y a pas de vision. Hélas, oui, actuellement, Abkerki est parmi les patriarches chrétiens, et cette réunion n'est pas sortie avec une certaine vision politique ou une certaine vision nécessaire pour l'État du Grand Liban. Et cela ne reste pas sans conséquence sur la population libanaise. Plus de 80% des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté. Notre monnaie nationale a chuté et donc elle a perdu de sa valeur. Plus de 96% face au dollar et une population tout entière qui bascule dans la précarité. Mais écoutez, quand je vous dis, nous sommes gouvernés par des mafiocrates qui sont bons à rien, prêts à tout d'un côté, incapables, incompétents, qui vivent dans l'imprévision toujours, eh bien, c'est-à-dire que nous vivons en plein dilettantisme. On ne peut pas gouverner dans le dilettantisme. Et voilà, à la fin de la conclusion de 30 ans de dilettantisme politico-financier et économique, nous a poussé à ces conséquences-là, à ces résultats. Nous en sommes tous responsables, M. Berberi. Aussi bien vous que moi, que le gouvernement essentiellement, que les partis politiques, les forces vives même, les forces vives économiques, les forces vives éducatives. À votre avis, dans ces circonstances, est-ce que la rue va se mobiliser de nouveau? Est-ce qu'on pourrait voir des manifestations comme en octobre 2019? Vous savez, on dit que le plus grand sanguinaire des dictateurs reste le peuple. On ne peut pas, comment dirais-je, combattre la rage du peuple. On peut essayer éventuellement de gérer et d'évacuer le flux de cette rage-là. Le 19 octobre 2019, eh bien, le peuple a réagi. C'est ce qu'on a essayé de faire. Cette bande de mafiocrates ont essayé de gérer la rage de ce peuple. Mais ce dont j'ai vraiment le plus peur, c'est que si on n'arrive pas à solutionner ce problème-là, toute personne qui est faible, pour se réconforter, elle va de nouveau instiller la peur. Et quand on instille la peur, c'est le sang qui peut couler. C'est ce dont j'ai le plus peur pour les Libanais et pour le Liban. Eh bien, Georges Sadoine, ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu sur notre plateau pour justement nous offrir tous ces éclairages. Et merci à vous de nous avoir suivis sur icibeyrouth.com. N'oubliez pas que vous pouvez revoir l'ensemble de nos émissions sur toutes nos plateformes et nos applications mobiles. À très bientôt.